toujours j'arrose à pleine eau tout le temps. Et d'arroser ça n'est pas rose, je me venge en arrosant les champs. Moi-même je m'arrose, de fin je m'arrose. Je déteste la pause et quand je vois des épateurs dans de beaux habits se croire quelque chose pour rafraîchir tous ces poseurs, je vous leur arrose leur gilet rose. Venez voir la merveilleuse projection animée des frères Lumière de Lyon. Entrez, mesdames et messieurs. Ce soir, première fois. Le 28 décembre 1895, la première séance de projection publique de cinématographe a lieu au Salon Indien du Café de Paris. Il y a 10 films d'1 minute et parmi ces films, il y a une sorte d'ensemble de ce qu'on peut faire avec le cinéma. Il y a des vues militaires, il y a des vues spectaculaires et il y a des vues comiques. Et l'une de ces vues comiques est évidemment la vue comique maîtresse, l'arroseur arrosé. D'évidence, l'intérêt des spectateurs, c'est plutôt voir le fonctionnement de la machine et voir ce qu'elle produit. Mais l'intérêt n'est pas tellement dans la dimension, on dirait aujourd'hui, esthétique de ce qui est produit. C'est plutôt effectivement voir quelque chose qui fonctionne et qu'on n'a jamais vu avant. Donc finalement, on pourrait presque imaginer, mais là ça enlève un peu la spéculation, que peu importe ce qu'on va voir, peu importe ce qu'on enregistre, l'important c'est que l'enregistrement fonctionne et qu'on puisse assister à cette performance de l'enregistrement reproduit. J'avais été très impressionné du Fayel quand j'avais vu les premières images du train de la Ciotat. Mais je dois dire à la vérité que j'avais eu un étonnement, mais je n'avais pas fait de déduction de cet étonnement. Parce que c'était laid ce que je voyais. L'arroseur arrosé, tout ça était laid. C'était vraiment du tout venant, c'était l'actualité, pour ainsi dire, à peine transposée. Une grande part du public qui a pu voir les premières projections du cinématographe Lumière, en fait, ils étaient habitués à voir des spectacles avec des images projetées dans le noir. Et donc on oublie trop souvent qu'il y a une antériorité avec la lanterne magique, par exemple. Donc de nombreux spectacles de lanterne magique ont été proposés au public depuis le XVIIe siècle, mais en tout cas on est sûr au cours du XVIIIe siècle et surtout pendant le XIXe, avec des possibilités de faire bouger les personnages ou bien les décors selon le mouvement des plaques que l'opérateur de lanterne va faire. Et on se rend compte qu'en fait, le cinéma est complètement mêlé avec la lanterne, il n'y a pas de différence. On croit qu'on va opposer fixe et animé, mais on discute de vues mouvementées pour les plaques, parce qu'il y a des ressorts, parce qu'il y a des manivelles, etc. Et la différence n'est pas du tout perçue de manière aussi nette. On la reconstruit rétrospectivement, le fixe puis l'animé, mais à l'époque, c'était surtout conçu dans un même paradigme, dans une même idée, qui est la projection. Et au sein de la projection, ce qui compte, c'est qu'il y a une image projetée, si possible de bonne qualité, grande, qui puisse être vue par un public collectif, évidemment, mais aussi la présence d'une parole. Et finalement, le cinéma vient s'inscrire dans la suite de la lanterne, et donc ce qu'on attend aussi, c'est qu'il soit accompagné par une voix. Mesdames et messieurs, la dernière fois, vous vous en souvenez, je vous ai exposé les progrès de l'électricité. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre invention non moins phénoménale, le tuyau d'arrosage. Eh bien, sachez-le, mesdames et messieurs, que depuis que l'homme cultive, il arrose.
rappelez-vous les écrits de Pline l'Ancien. Le temps d'arroser est le matin et le soir, afin que le soleil n'échauffe pas l'eau. Ainsi, tout ce que l'on repique devient meilleur et plus gros. Surtout les navets et les poireaux. Mais admettez-le, porter des arrosoirs le long des allées des potagers est une corvée. Avouez que l'usage du tuyau d'arrosage rend la tâche beaucoup plus aisée. Il faut le reconnaître, mettre au point un matériau qui soit à la fois creux, étanche, souple et solide était une gageure des plus ardues. Bien que les frères Lumière n'aient pas reconnu le fait qu'ils étaient influencés par une bande dessinée, peut-être qu'ils s'en souviennent plus ou que le processus qui les a menés à ce scénario a été un petit peu a effacé peut-être cette référence, mais en fait, L'arroseur arrosé, la version de Christophe, a été publiée en 1889 pendant l'exposition universelle de Paris. On connaît des versions allemandes, on connaît des versions espagnoles qui ont été reprises ensuite dans des revues brésiliennes, donc, et même américaines évidemment. Donc le gag a fait le tour du monde dans les journaux de l'époque. L'histoire de l'arroseur arrosé a été présentée pour la première fois dans les pages du Fliegende-Blätter. C'est un magazine d'humour allemand dont les Américains et les Français vont en général s'inspirer. J'avais recherché dans les Fliegende-Blätter l'origine du gag. Je connaissais la date à 2-3 ans près, j'ai tout regardé. Et puis tout à coup, je tombe sur Schlissmann, je dis formidable, je l'ai, mon arroseur arrosé, j'étais très, très content. Et puis je remonte par comme ça, et poum, juste avant, je tombe sur Oberlander, qui lui a fait un truc en 2 images. Et donc pendant longtemps, j'ai pensé que c'était eux qui étaient à l'origine du gag. Et puis en fait, le français Uzès, semble-t-il, lui, il a fait 2 fois. Et lui, la première date de 85, donc il est très, très devant les autres. Et donc c'était lui pour moi le premier. Et puis non, il y a un Américain qui l'a fait avant. Alors, c'est un type qui s'appelle Frost. On sait qu'il est paru dans un recueil qui s'appelle Stuff and Nonsense en 1884, mais vraisemblablement il est paru dans la presse encore avant. Mais peut-être, il y avait encore des gens avant. Et je pense, la conclusion de mon article que je vais faire dans Papy Niclée, ça va être que l'inventeur du gag de l'arroseur arrosé, c'est l'inventeur du tuyau d'arrosage. S'il nous faut chercher l'origine du tuyau, c'est vers la lutte contre les incendies qu'il faut se tourner. Jadis, les moyens étaient tout à fait rudimentaires. Les hommes se munissaient de simples seaux d'eau, de crochets et de haches. Leurs interventions, en de vains efforts, consistaient à saper et détruire les bâtis environnants pour éviter la propagation du feu. Les Grecs, dit-on, auraient inventé 3 siècles avant Jésus-Christ une pompe primitive, la siphonne. Ce n'était en fait qu'une énorme seringue qui projetait l'eau au loin. Toutefois, ce système restait assez laborieux et, au dire du bourgeois, ce n'était ni pratique ni efficace. Beaucoup plus tard, en 1652, à Amsterdam, ville d'art et de canaux, Jan van der Heyden, alors âgé de 12 ans, assiste impuissant à l'incendie de la mairie. Il est très impressionné et affecté par la destruction de cet édifice flamboyant. 20 ans plus tard, il invente la pompe à bras, la fameuse pompe hollandaise. Puis il confectionne un tuyau souple fait de cuir cousu main. Et les sapeurs de Chahon-Doc se mirent ainsi à pomper et pomper, tant et si bien qu'ils devinrent sapeurs-pompiers. C'est l'âge d'or de l'invention. À ce moment-là, il y a des bricoleurs partout, il y a des revues dans tous les grands magazines, on voit des diagrammes montrant comment réaliser tel ou tel bricolage astucieux pour résoudre tel ou tel problème pratique.
Ces nouveaux objets qui sont créés réapparaissent après dans les histoires en images et servent d'accessoires pour faire des gags. Ça peut être pris comme une critique de la modernité finalement. Tuyau d'arrosage, comme l'appareil photo, bon, ça a des avantages, mais bon, il faut pouvoir aussi s'en servir pour en rire. Ce n'est pas sans émotion que je me reporte à cette époque lointaine, où le kinétoscope d'Edison venait d'être livré à la curiosité publique. Nous avions remarqué, mon frère et moi, combien il serait intéressant de montrer à toute une salle sur un écran des scènes animées représentant avec fidélité des objets et des personnages en mouvement. Ce que Lumière va inventer, c'est en fait le partage d'une seule et même image sur l'écran par un public collectif assis et qui regarde ensemble la même image. Et évidemment, ça change tout, parce qu'en réalité, un film vu seul est une curiosité un peu de voyeur, alors que lorsque on passe un film sur un écran, il y a un rire collectif, une émotion collective, et ça, Lumière s'en aperçoit d'entrée. La boîte magique qui vous projette ces images animées a bien failli disparaître 2 ans à peine après son invention. C'était le 4 mai 1897. Comme tous les ans, à 2 pas des Champs-Élysées, la foule se presse à la vente de bienfaisance du bazar de la charité. Entrez, mesdames et messieurs, venez découvrir le cinématographe Lumière, un spectacle sensationnel. Vous verrez la sortie des usines, l'arrivée du train en gare de la Ciotat, comme si vous y étiez, et surtout, l'arroseur arrosé. Eh bien, de l'arroseur arrosé, ils n'en verront pas une goutte. L'embuscade du destin était tapie dans le petit réduit du cinématographe. Caprice de la lampe à gaz, oxy-éthérée, elle s'éteint, elle se rallume, excès de pression du gaz. Et voilà l'incendie déchaîné, instantanément généralisé, furieux, incoercible. En un quart d'heure, il ne reste du bazar de la charité qu'un brasier noir, funeste et fumant. Le bilan est très lourd. 126 morts, dont 118 femmes. Et voilà le cinématographe jugé trop dangereux. Les projections sont officiellement interdites. Heureusement, pour écarter tout risque, des projections se feront dorénavant depuis une cabine spécialement aménagée. Lorsque on produit l'arroseur arrosé, on n'imagine pas encore que le cinéma va devenir le spectacle qu'il va devenir peu de temps après. Donc il y aurait, de ce point de vue-là, 2 temps très différents, très distincts. Le premier temps qui est le temps lumière, qui est un peu un temps où on fait des films pour voir s'il y a un public, finalement. C'est un petit peu ça. Pendant 3, 4, 5 ans, disons à peu près jusqu'à 1900, Pathé va tourner très peu, Gaumont va tourner très peu, ils vont surtout essayer de vendre des caméras et du matériel. À partir de 1900, il y a une petite scansion. Les premiers studios vont commencer à s'approprier la production, Pathé, Gaumont, d'autres petites entreprises qui seront ensuite absorbées. Finalement, il y a aussi de l'argent à faire, non plus sur le contenant, en vendant des machines et des projecteurs, mais sur le contenu. D'autant que les projecteurs sont entre les mains de personnes itinérantes, donc si on leur vend des projecteurs, pourquoi ne pas leur vendre les films qui vont avec, et comme ça les gens vont aller de ville en ville et projeter les films. Les films se complexifient, on écrit, on fait de la production industrielle, il faut sortir de nouveaux films, mais on est toujours dans ce qu'on appelle un cinéma primitif, qui est un spectacle éminemment forain. Entre 1900 et 1914, à peu près 40% de tout ce qui s'est produit comme film en France est comique. En tout cas, est rangé dans cette catégorie scène comique, ou qu'on appelle parfois aussi comédie, un peu plus tard. Donc voilà, il y a un genre dominant, c'est incontestable. Il est certain que la fin du XIXe siècle est une période inquiète qui a besoin de rire. Il y a des centaines de cafés-concerts à Paris. Les chansons et les pièces sont principalement comiques.
pantomime le sont en tout cas, et les clowns. Beaucoup de spectacles sont comiques, et puis le premier cinéma est très largement comique. Pour comprendre le mode de fonctionnement de ce cinéma, et en particulier du cinéma de fiction comique de cette époque-là, il faut comprendre que tous les protagonistes, qu'ils soient metteurs en scène, qu'ils soient auteurs d'histoire, puisqu'on ne dit pas encore scénaristes, qu'ils soient comédiens, viennent de ces autres pratiques spectaculaires et artistiques. C'est-à-dire que certains viennent du théâtre, viennent du musical, viennent du cirque, il y a des acrobates, beaucoup qui tournent des films comiques. Et tout cela, pour inventer des numéros de cirque, des numéros de musical, sont aussi des lecteurs de ces revues comiques. Et donc voilà, il y a une circulation, on dirait aujourd'hui intermédiatique, entre la presse, la scène, le cinéma, mais qui se fait naturellement parce que les gens qui sont amenés à inventer ces films viennent de là, et donc se basent sur leur expérience pratique antérieure, soit pour écrire, soit pour jouer, soit pour mettre en scène. Il y a beaucoup de numéros de cirque, des choses qui sont assez spectaculaires, qui correspondent aussi à l'idée de cinéma des attractions, c'est des attractions foraines, donc des jongleurs, des magiciens. Plusieurs héros de séries comiques, cinématographiques, ont été déjà des personnages du théâtre, en particulier du théâtre de café-concert. Par exemple, Calino, dont on connaît bien les films. Calino incarne pendant toute une partie du 19e siècle l'imbécile, le naïf. Il apparaît dans pas mal d'histoires. Calino se marie, la sœur de Calino. On peut faire la même observation pour Boireau. Boireau est aussi un personnage qui apparaît sur la scène du café-concert et qui est aussi un héros des histoires qui s'appelaient, je crois, les Nouvelles à la main, qui paraissent dans le Gil Blas dans les années 1880, qui sont donc des petites histoires comiques. Et il y a d'autres exemples encore, qui sont des personnages qui ont une vie antérieure au cinéma. Le clou de la séance de musical, c'est les films. On a un jongleur, une chanteuse, et hop, on met un écran, on projette le film. Et là, logiquement, l'orchestre de musical va continuer d'accompagner. Et du coup, tout ça va s'agréger de plus en plus pour créer ce genre cinématographique comique. Si on filme ces clowns, Foutit et Chocolat par exemple, si on voit que ça marche bien et que le tourneur, le forain, il voit que ces films-là, ça marche bien, il va y avoir de la demande. Donc Gaumont va se dire, tiens, on va en faire de plus en plus, et Pathé aussi. Et donc il y a des gens qui vont se spécialiser là-dedans. Ils vont même créer une troupe qui s'appelle Les Pouics, qui est une troupe qui va faire vraiment du comique costaud. Et on va détruire les tables, les assiettes, les armoires, carrément des étages qui tombent dans un immeuble, etc. Tout ça parce que ça existe finalement sous la forme de spectacles de cabaret, de musical, de cirque avec les clowns. C'est vrai qu'il y a un genre cinématographique qui va naître à partir de ce qui existe déjà. Méliès, il fait des numéros de magie. Au lieu de les faire sur scène, il va les filmer et il va les projeter dans son théâtre de magie. Donc le théâtre Robert Houdin, qui devient une salle de cinéma permanente, mais avec alternance d'ailleurs de temps en temps quand même, avec des numéros de magie, des pièces magiques encore de temps en temps. Mais là, voilà, il fait des numéros de magie à cet endroit-là, donc il va filmer un numéro de magie.
beaucoup de choses dont on crédite le cinéma étaient en réalité déjà des trucs de théâtre. Méliès, par exemple, a fait La Lune à 1 mètre. On en crédite généralement l'imagination de Méliès. En réalité, il y a eu plusieurs versions de cette Lune à 1 mètre dans les théâtres de café-concert. C'est une figure qui s'inscrit dans un genre, la féerie comique, qui est un genre de toute façon de reprise constante, avec souvent des trucs nouveaux ou mieux faits à chaque reprise, et qui s'étend jusqu'au début du XXe siècle. On monte encore des féeries, et donc Méliès intervient à ce moment-là aussi. Il s'inscrit dans cette continuité-là. Et dans une certaine mesure, il achève le genre. Un des tout premiers films de Méliès qui s'appelle Une nuit terrible, l'histoire d'un homme qui est réveillé par des puces. C'est exactement le genre de gag qu'on retrouve dans la presse illustrée de la même époque, notamment la première fois chez Max et Maurice, puisque ce sont les deux garnements qui vont mettre des insectes dans le lit d'un adulte. On le retrouve donc chez différents dessinateurs comme ça qui reprennent ce gag. C'est le même genre de gag viral qui se multiplie dans la presse et après qu'on retrouve dans le cinéma. Et les idées circulent et on les reprend selon les besoins du médium ou du support qui va les accueillir. Je trouve assez passionnant de se dire qu'à l'époque du cinéma des premiers temps, on a entre ce qui deviendra la bande dessinée, c'est cette presse illustrée, et le cinéma, beaucoup de lieux de convergence qui sont exploités, avec beaucoup de points communs, la frontalité, une certaine distance à l'objet, et que donc finalement le rapport entre l'endroit d'où l'on voit et la scène que l'on filme ou que l'on dessine, que l'on montre, finalement est appréhendé un peu avec des mêmes critères. Qui sont notamment celui d'une scène resserrée. On voit bien que c'est une même culture visuelle. En étudiant les 3 histoires en images, que je considère comme un matériau potentiel à l'élaboration du film des frères Lumière, on observe que celle de Christophe est très schématique, comme un storyboard. Il n'y a qu'un seul mouvement de caméra pour suivre l'arroseur dans son action et ses déplacements. Le reste de l'histoire est dessiné très précisément. Ça fonctionne très bien, mais c'est très simple. Christophe n'utilise que très peu de techniques cinématographiques. L'arroseur arrosé de lumière avait à être en un plan parce qu'à ce moment-là, c'était très incommode de changer l'appareil, de reprendre un plan, et on n'avait pas l'idée de couper et de dire nous repartirons de tel point pour continuer l'histoire. Tandis que dans la bande dessinée, mon Dieu, c'était techniquement plus facile puisqu'il suffisait d'une plume ou d'un crayon et d'un bout de papier pour le réaliser. Mais je crois que c'est... alors là, je serais en faveur de la version lumière, parce que la technique étant plus difficile et donnant moins de facilité, il est obligé de composer plus. Il est moins libre. La liberté en art, c'est très dangereux. La vue des frères Lumière obéit à tous égards à la structure narrative minimale. Il y a un début, il y a une fin, il y a une forme de clôture, puisque finalement on attend, on laisse le jardinier reprendre sa position. Et donc tout ça, c'est vraiment une organisation narrative. Et on voit que c'est très rythmé. Il y a vraiment une véritable synchronisation des différentes actions par rapport aux deux personnages, et de ce point de vue-là, véritablement une mise en scène. Si on regarde la planche d'Hermann Vogel, l'organisation de l'espace est beaucoup plus complexe, mais reste maîtrisée. Le dessinateur place les protagonistes avec beaucoup de soin. Ceux-ci bougent tous les uns par rapport aux autres, mais l'action est facile à suivre grâce à un point de référence unique, un banc public placé dans le décor. Cela montre une utilisation très maîtrisée de l'espace. Plus compliqué encore, Vogel change la position de caméra et par là même celle du spectateur. Et pourtant,
Nous ne sommes pas désorientés. Et il y a tout à parier que le lecteur de l'époque ne l'était pas non plus. Enfin, dans la version d'Uzès de 1885, l'expérimentation de ces techniques est encore plus poussée. On y trouve des cuts et des gros plans, mais également deux images très proches l'une de l'autre, ce qui permet de saisir la vitesse de l'action. On peut noter que le point de vue s'élève. Le mouvement part de très bas et prend de la hauteur au fur et à mesure que le gag progresse. Aujourd'hui, nous appellerions cette technique un travelling vertical. Ces dessins avaient donc déjà expérimenté certaines techniques cinématographiques et, de fait, avaient aussi entraîné leur public à comprendre des techniques telles que la caméra mobile, les différentes valeurs de plan, les angles de caméra différents. La chose importante que ces planches accomplissent est qu'elles entraînent le public au langage cinématographique avant même que le cinéma n'existe. Rappelez-vous, avant l'invention du tuyau, les rues étaient crottées, en particulier par les calèches à chevaux. Nettoyer les chaussées n'était pas chose facile. Les portiers avaient ordre d'arroser 2 fois par jour les trottoirs. Munis d'une pelle en bois, fièrement campés devant leurs portes, ces gaillards lançaient allègrement sur tous les passants une pluie de boue. Au dire des bourgeois, ce n'était ni pratique ni efficace. Alors vinrent vers 1750 les grands tonneaux arrosoirs. Le premier que l'on vit était traîné par 4 hommes pour rafraîchir les allées des Tuileries. Un certain Outrequin entreprit de faire arroser régulièrement les boulevards. On a compté plus de 300 tonneaux dans la ville de Paris. Et au dire des bourgeois, ce n'était ni pratique ni efficace. Et ce fut enfin l'avènement du tuyau. En cuir, en caoutchouc vulcanisé, à 8 francs le mètre, ou même en toile, à 1 franc 25 le mètre. Quelle félicité! Cependant, le tuyau restait fragile. Pour y remédier, on eut l'astucieuse idée de fabriquer des manches tubulaires en tôle, réunies par des raccords souples en cuir, et le tout porté sur de petites roulettes. Ainsi, le tuyau durait 2 fois plus longtemps. Alors des arroseurs arrosés, il va y en avoir un nombre mais absolument incommensurable. En Europe, aux États-Unis, il y en a absolument partout. Les frères Lumière vont tourner probablement 3 versions de l'arroseur arrosé. L'affiche, la première affiche de cinéma, celle signée Ozol, montre un public en train de regarder l'arroseur arrosé, ce qui fait que le thème va rentrer dans l'histoire du cinéma et il va y avoir de très nombreux copieurs. Ce gag semble être incroyablement populaire et persistant. Il existe encore aujourd'hui dans les émissions télévisées pour enfants et dans les dessins animés. Peut-être parce qu'il permet une variation illimitée de fins. C'est un sujet qui peut être repris et personnalisé par tous ceux qui le dessinent ou en font un film. Ils peuvent y apporter leurs propres variations, leur propre timing. C'est pas vraiment un gag. C'est un gag en 2 temps. En 2 temps. Pas en Et un 3. gag, c'est en 3. C'est en 3, voilà. Ouais. C'est plus un effet comique qu'un gag. Un gag, ça se construit comme un petit scénario. Et ça, il n'y a pas de construction. Enfin, il y a une construction, mais c'est simple, c'est élémentaire. Quelqu'un arrête l'eau qui est dans le truc et de nouveau, quand l'autre regarde, il lève le pied sur le tuyau et il s'arrose. Donc, c'est un effet comique, mais Très prévisible. Oui, Très prévisible. très prévisible. L'effet comique reposerait sur une sanction immédiate. L'effet comique fait rire tout de suite, dès son apparition. Alors que le gag relèverait d'une construction. Il y a le temps 1, le temps 2 et le temps 3. Le 3 devant être une surprise qui couronne et qui reprend les éléments de
de l'ensemble. Voilà, exposition d'une situation, développement dans une direction inattendue, et puis retournement qui achève le développement dans une direction encore inattendue. Il y a un aspect visuel toujours. C'est capital, l'effet visuel. Le fait de travailler avec Pierre et d'avoir l'interprète principal à côté de soi aide beaucoup déjà à avoir une première idée de ce que la scène peut être. Ensuite, il dessine très très bien, donc une série de dessins aide beaucoup aussi. Et puis on faisait avec les objets qu'on avait autour de nous. Mais je me souviens de toi te cachant derrière une porte. Alors là, il se mettra derrière l'arbre, et la porte donnait un arbre. Et ça, c'était formidable, parce qu'on jouait en même temps qu'on trouvait les choses. Oui, oui. Le cinéma des premiers temps repose sur des cadrages larges, dans lesquels les personnages souvent sont indistincts. Très vite, on va se rendre compte que le cinéma a tout intérêt à créer des types. On voit des tas de petits films où le personnage du gamin qui fait des farces revient sans arrêt. Ça peut être des gamins qui vont accrocher des pétards à la queue des chiens ou derrière les queues de pie des habits, etc. C'est le thème de l'enfant terrible. C'est l'enfant qui est désobéissant, qui est sale, qui touche à tout, etc., qui est sans gêne, etc. Ça, c'est un thème dans la littérature enfantine qui apparaît vers les années 1830, enfin au début du 19e siècle, qui a déjà généré beaucoup de littérature enfantine, qui sera repris après sous forme de récits illustrés ou d'histoires en images. Les plus connus au milieu du 19e siècle, c'est Max et Moritz de l'allemand Wilhelm Busch, et qui a inspiré après beaucoup de dessinateurs. Donc ce thème de l'enfant terrible, on le retrouve partout après dans les histoires en images pour adultes, mais aussi pour enfants. Le garçon qui fait la farce dans l'arroseur arrosé est identifié comme l'un des trois archétypes qui dominent non seulement la BD et les blagues, mais aussi les films primitifs. Ce personnage est le garçon malicieux. Le deuxième archétype est le campagnard naïf qui se crée des problèmes en ville car il n'y comprend rien. Enfin, le dernier de ces archétypes est le clochard irrespectueux, le précurseur de Happy Hooligan et de fait de Charlie Chaplin. Ces trois personnages apparaissent dans des milliers et des milliers de BD et de films primitifs. Ils génèrent du chaos, une sorte de déséquilibre délicieux. Car nous aimons voir soit les pompeux rabaissés et les autorités bafouées, soit la balance rééquilibrée. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, que je vais citer de mémoire, donc sans doute en la déformant un petit peu, mais qui est une phrase de Tati, donc beaucoup plus tard, qui dit que un film comique gentil, ça n'existe pas. Un vrai film comique ne peut pas ne pas être contestataire. Or, il me semble que ces films ont, de manière souvent très ambiguë, une dimension contestataire, contestation des normes sociales, contestation de la morale. Même si, à chaque fois, l'ordre social finit par revenir, la morale finit par revenir, le garnement, il prend une fessée, toujours à la fin, comme dans l'arroseur arrosé, mais toujours dans les films qui vont suivre, c'est systématique. Néanmoins, on est passé auparavant par une phase qui va consister à un peu mettre en crise soit la morale, soit l'ordre social. Et ce qui est intéressant dans ces films comiques, c'est que tous les grands problèmes sociaux
de l'époque sont abordés dans ces films. Il y a par exemple toute une série de films assez passionnants sur la question du féminisme, sur les suffragettes, sur la revendication des femmes, soit à voter, soit à être éligibles, soit à travailler, etc. Il y a des séries de films passionnants où, par exemple, les hommes à la maison, les femmes au travail. Bien évidemment, lorsqu'on regarde le film ou les films à la totalité, on se dit qu'ils sont plutôt contre le féminisme. Mais en même temps, il y a des moments dans ces films où on voit des hommes qui s'occupent des bébés et qui prennent un plaisir incroyable. Certes, très souvent avec un retour à l'ordre moral, un retour à l'ordre social à la fin, c'est assez systématique. Mais néanmoins, à chaque fois, le film en passera par cette contestation. Donc ça va être, par exemple, le bourgeois dont on va salir le beau costume qu'il a acheté très cher. Tous on pourrait dire les potentats de l'administration et de l'État sont moqués, les magistrats énormément, les hommes politiques énormément. Le policier, lui, il est souvent mis à mal dans les films comiques, dans une perspective d'ailleurs qui va être très largement reprise par la suite, jusque dans le cinéma américain, avec les Keystone Cops, hein, ou Cops de Keaton. On voit souvent dans les toutes premières bandes filmées qui étaient la plupart du temps filmées en un jour. On voit quelqu'un qui est devant une pièce d'eau qui regarde des poissons, quelqu'un passe derrière, lui donne un coup de pied au cul, le type tombe dans l'eau et ça suffit. Quelquefois, ça n'allait pas plus loin que ça, qu'une chute, ou qu'une méprise où simplement quelqu'un va s'asseoir, on retire la chaise, il tombe par terre, quoi. Des choses les plus vieilles du monde, quoi. L'une des formes les plus utilisées du comique dans le cinéma du premier temps, c'est la poursuite. Et la poursuite, elle fonctionne sur la réitération, sur l'accumulation. C'est-à-dire qu'en fait, rien ne progresse. On circule d'un endroit à l'autre, on est poursuivi, on renverse tout, on casse des meubles, mais fondamentalement, il n'y a rien qui s'enchaîne. On pourrait presque intervertir les plans, ça fonctionnerait. Il y a des scénarios de films comiques des années 1907-1908 qui sont conservés, et on se rend compte que ces scénarios sont très peu développés. On a par exemple des scénarios de poursuite et on dit « Ah bah là, on va passer telle rue, en courant. » Voilà. Puis ce qu'on va faire, la culbute, faire tomber ceci, faire tomber cela, n'est pas dans le scénario. Ce sera improvisé au moment du tournage. Donc on est dans un comique qui, en tout cas, jusqu'aux années 8-10, je dirais, fonctionne beaucoup plus sur ce système d'accumulation, répétition, agrégation, mais pas construction au sens strict. C'est que c'est un cinéma sans parole, qui vient du cirque, du musical et du théâtre où on parle. Donc la nécessité de trouver un style nouveau a aussi une de ses raisons dans le fait que c'est muet. Donc il faut que tout soit compris, de temps en temps on pourra mettre bientôt un petit carton ici ou là, mais au début il n'y a rien. Il faut que tout soit dans l'image. C'est pour ça qu'on dit souvent, nous, que c'est vraiment l'invention du langage cinématographique vient de là, de cette impossibilité de parler, d'expliquer. Et peu à peu, naturellement plus tard, la parole arrivera. Et il faudra s'en servir. Et d'ailleurs, pendant un certain temps, elle encombrera le cinéma comique, elle le ralentira.
Et l'arrosage entrait dans l'ère moderne. Désormais, à Paris, 149 brigades d'arroseurs publics quadrillent la cité. Ces chevaliers du pavé, d'un caractère trempé, l'index allongé sur la canule en cuivre de leurs lances, font pleuvoir des pluies d'arc-en-ciel sur plus de 15 hectares de rues, d'allées, de promenades, de gazons et de champs de navets. Enfin, faut-il vous le dire, mesdames et messieurs, le tuyau d'arrosage est surtout une source de réjouissance et d'amusement qui exalte nos enfants petits et grands. Quelle invention peut se targuer de distiller avec autant de zèle cette faculté à faire rire ? Incontestablement, quelque chose change aux alentours de 1907-1908, ou commence à changer. Pour le dire rapidement, le changement, il est essentiellement social. Les films qui étaient jusqu'ici, pour l'essentiel, vendus, les forains achetaient leurs copies, deviennent potentiellement aussi loués. En fait, les deux systèmes coexistent jusqu'en 1914. C'est-à-dire que le projectionniste forain va disparaître progressivement, les films vont être envoyés dans les salles de cinéma et les copies ne seront pas vendues à la salle de cinéma, elles seront louées en échange d'une partie de la recette. Les remontées de royalties sont organisées, on commence à rentrer dans une économie complètement structurée du cinéma où le succès d'un film va arrêter de faire le succès de l'itinérant mais va faire le succès du producteur et des industriels qui ont produit le film. Au même moment, on va avoir également une transformation dans le contenu même des films. On avait surtout des films très très courts dans lesquels il y avait un gag, l'arroseur arrosé, et puis après on peut le répéter, ou bien des courses-poursuites, ou voilà. Très souvent, le titre du film résume tout le film. Ces films-là, avec une structure narrative extrêmement simple et répétitive, progressivement sont concurrencés par des films avec une narration beaucoup plus complexe. Et on dit qu'on passe d'un cinéma des attractions, comme les attractions de foire, comme quelque chose de percutant qui va tout d'un coup secouer le spectateur, mais très brièvement, à un cinéma de la narration où on va raconter des choses sur une plus longue durée. À partir de 1910, c'est assez clairement daté, parce que quand on fait les programmes, on s'en rend compte de manière très précise. Les éditeurs de films, donc les producteurs, mais qui à l'époque s'appellent éditeurs, proposent on va dire un nouveau genre comique. Il faut prendre ici comique au sens vraiment générique, ou une sorte de sous-genre, je ne sais pas comment l'appeler. En tout cas, on voit que certains films sont rangés dans une classification nouvelle, qui est la classification comédie. Sans doute parce que ce qui se joue, c'est aussi l'intérêt d'un public plus cultivé pour ce cinéma comique-là. Et donc, ce public cultivé est plutôt demandeur de quelque chose qui relèverait de la comédie, moins triviale, moins grotesque, plutôt basé sur des situations vraisemblables, avec un jeu moins outrancier. Il faut se rendre compte que dans les toutes premières années, les gens de théâtre, au sens un peu noble du terme, ont un vrai mépris pour le cinéma. Et non seulement ils ont un mépris pour le cinéma, mais souvent, ou très vite en tout cas, on va par contrat leur interdire de jouer au cinéma, parce que c'est dévaloriser leur image, etc. Si on interdit, c'est parce qu'au même moment on débauche. Et de fait, notamment dans le genre comique, on va voir arriver des gens qui viennent du théâtre plus classique. Des gens comme Max Linder, qui a fait le Conservatoire de Bordeaux. Et on va retrouver Max chez sa concierge, Max qui fait du ski, Max qui fait du patinage, etc. C'est une démarche totalement nouvelle. C'est la naissance du Star System, et le Star System est finalement l'ouverture d'un cinéma totalement industriel. On prend une vedette qu'on a déjà formatée, qu'on a déjà vendue en termes de marketing, et on la fait se déplacer, et toutes les semaines, le spectateur vient regarder sa vedette dans une situation nouvelle.
Et ce qui est tout à fait nouveau, c'est que dans les comédies, on parle, même si évidemment les films sont muets, on voit des personnages qui parlent. On va recourir à l'intertitre, on va recourir à des situations vraisemblables, à des ressorts psychologiques. Voilà, je me sens humilié parce que ma femme m'a trompé, etc. Donc tout ça fait que le comique change de tonalité, en même temps que le système de représentation change. On va commencer à faire des gros plans qui n'ont pas pour vocation à faire des grimaces, parce que dans les premiers temps, c'est aussi beaucoup ça, ou encore même dans les films de Durand. Donc cette deuxième génération apporte quelque chose de résolument nouveau, qui, pour certains en tout cas, va vers le théâtre. Mais au sein de cette deuxième génération, notamment de metteurs en scène, on a aussi des gens qui viennent d'autres univers assez nouveaux, qui sont par exemple la caricature. C'est Émile Cole, c'est Jean Durand, et qui vont apporter un univers totalement différent, basé sur l'absurde, basé sur, disons, un comique très physique. La série des Jobards, c'est la rencontre assez inattendue entre un comique plutôt théâtral à la Linder et en même temps tout ce qui relève effectivement de l'absurde, de la grimace, de l'outrance, etc. Donc il n'y a pas forcément d'opposition. En tout cas, il y a deux systèmes comiques qui discutent, on pourrait dire, l'un avec l'autre à partir des années 10. Et à la fin des années 10, on est rentré dans l'ère moderne du cinéma avec une économie, avec des lieux de projection, avec des projecteurs sédentarisés, et en gros, les forains vont devenir progressivement quelque chose de très marginal dans l'histoire du cinéma, même s'ils resteront jusqu'à la fin des années 30. Le cinéma français était le premier cinéma du monde, le plus gros exportateur dans le monde entier. Gaumont, Pathé, Méliès, puis Éclair, Lux, etc. Donc ils avaient un quasi-monopole, c'est-à-dire que vraiment, ils dominaient largement tous les marchés cinématographiques, y compris les États-Unis. Et puis aux alentours de 1910, 1911, 1912, il commence à y avoir des compagnies aux États-Unis qui sont plus puissantes, qui proposent des nouvelles choses, etc., qui exportent leurs films. On a fait des recherches, notamment statistiques, sur la présence des films étrangers en France avant la guerre. On se rend compte qu'en 1912, les films français sont minoritaires en France. Donc c'est pas la guerre qui vient déboulonner le cinéma français, c'est un processus qui est déjà commencé, qui bien sûr va s'accentuer avec la guerre. Et donc le cinéma comique pâtit aussi de ça, pâtit de cette concurrence américaine, pâtit bien sûr de la guerre, et puis on peut pas nier qu'effectivement un comique un peu différent, culturellement différent, arrive avec les Américains. Ce cinéma comique, notamment avec Chaplin, paraît ne rien ne voir au théâtre. On pourrait discuter, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il est vu. Paraît en plus contenir un discours social très fort, donc agréger un petit peu comme ça deux qualités qui vont lui donner tout de suite une reconnaissance très forte. C'est un cinéma comique différent qui a été inspiré par Max Linder, par les comiques français, les Pouic, Durand, etc. Calino, voilà, tous les gens chez Gaumont et Pathé ont créé un comique burlesque très, très puissant, très fort, très destructeur au niveau du matériel, au niveau de la pensée aussi, anarchiste on peut dire d'une certaine façon. Et il y a comme une prise de relais d'une certaine façon avec le cinéma américain qui va lui standardiser un petit peu les formes de ce burlesque qui partait dans tous les sens avec les gens comme Chaplin, puis dans les années 20, Keaton, Laurel et Hardy, etc. Qu'y a-t-il de drôle dans ce gag célèbre? Soit,
un tuyau d'arrosage A', B', branché d'une part à un robinet grand A et d'autre part à une lance d'arrosage grand P. Et c'est un personnage grand D qui a posé son pied petit D' sur le tuyau, le lève brusquement, l'eau jaillit avec force. N'est-ce pas? Toujours j'arrose à pleine eau tout le temps. Et d'arroser ça n'est pas rose, je me venge en arrosant les champs. Moi-même je m'arrose, de faim je m'arrose. Je déteste la pause et quand je vois des épateurs dans de beaux habits croire quelque chose pour rafraîchir tous ces poseurs, je vous leur arrose leur gilet rose.